S'autoriser à souffrir. Moi, j'ai été élevée, on m'a expliqué que c'était pas bon de plonger trop dans mes émotions, que ce n'était pas normal et quelque part ce n'était pas sain, qu'il fallait se motiver et avancer et penser positif. Je crois justement que c'est une erreur et je t'explique pourquoi. Bienvenue! Je reprends mes vidéos, longues, enfin un peu plus longues et je suis super contente. Sauf qu'on va parler d'un sujet, pas forcément le plus joyeux parce que je vais parler de souffrance. La souffrance, je pense que souvent, on essaie de la faire passer rapidement parce que c'est pas bien, parce que c'est triste, parce que c'est plombant et parce qu'à un moment donné, on peut saouler l'entourage si on est trop là-dedans. Donc on se dépêche de mettre ça sous le tapis, tuc, en espérant que ça passe et on cumule comme ça et à un moment donné, souvent on finit par exploser. J'ai tourné cette vidéo avant mon intervention dans, le sommet du deuil, dans lequel je vais parler justement du deuil invisible, pour expliquer que peut-être qu'il y aura des choses que je vais redire, dans le sommet. J'ai créé du coup une pyramide, une hiérarchie du deuil, telle que je la ressens, de ce qu'on idéalement, socialement, on nous impose. J'ai créé un article dans je te montre du coup, cette pyramide et si tu veux, voilà, quelque chose de plus décrit. Bref, la hiérarchie du deuil, cette pyramide, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en fait, au début, en bas de cette pyramide, il y a tous ces deuils invisibles, ces rêves, ces espoirs, toutes les situations, tout ce qu'il n'y a plus, tout ce qu'il n'y aura pas, tout ce qu'il n'y aura jamais. Là-dedans, c'est très vaste. On peut mettre énormément de choses, et qui peuvent être tellement chamboulantes et qui peuvent clairement nous gâcher la vie. Mais on le voit pas. C'est pas une personne. C'est un fantasme. Oui, bah revient à la réalité. Ça n'empêche que ça peut être dur. Accepter de ne jamais avoir d'enfant, alors qu'on en rêvait. Ça peut être un deuil tellement compliqué. Accepter que la famille, que l'on avait imaginée, ne soit pas de la composition. J'en ai connu des personnes qui n'avaient qu'un enfant, et qui du coup ça a été très compliqué, parce qu'ils n'ont pas réussi à en avoir d'autres. Et, euh, et que ça voulait dire n'avoir qu'un enfant alors qu'ils s'imaginaient avoir 4, 5 enfants. Et c'était l'image, la projection qu'ils avaient de la famille. Donc il a fallu reconstruire cette image de la famille. Là, je te parle famille, mais ça va être un job qu'on rêvait, une vie, peut-être même à l'étranger. Un état de santé aussi. C'est tous ces symboles, ce rêve symbolique, ces deuils symboliques de choses que l'on rêvait. Moi, aujourd'hui, je suis limitée dans certaines activités physiques à cause de mes douleurs et de ma peur de me redéclencher d'autres douleurs, alors que j'adore euh, plein d'activités qui touchait à l'adrénaline et que je rêve de faire quand je suis, en vacances ou, au quotidien ou quand je regarde la liste des choses à faire et qu'aujourd'hui je m'interdis, pas définitivement, en tout cas temporairement, mais qu'il a fallu déconstruire. Des activités, voilà, que j'évite de faire alors que je rêverais d'en faire. Ça peut paraître justement, bah, anodin. Oui, mais ça va, il y a des choses plus graves et bah, voilà. C'est là qu'on rentre justement dans cette hiérarchie du deuil, dans cette pyramide infernale. Oui, il y a plus grave. Un autre exemple personnel, j'ai eu une paralysie faciale l'année dernière, qui n'est pas remise. Donc je suis beaucoup plus mobile que je ne l'étais il y a plus d'1 an, donc ça fait même 1 an et demi maintenant presque, parce que mon côté droit ne bougeait plus du tout et quand je continue à en parler, on me dit: «Ouais, ça va, c'est bon, on voit pas. C'est bon, c'est remis». Ouais, de ton point de vue. Moi, l'année dernière, on m'a dit: «Oui, c'est bon, moi je connais quelqu'un, qui a 20 ans de plus, qui a eu la même chose, il a eu des séquelles». Ouais, bah, j'en ai. Oui, mais ça se voit pas, c'est pas grave. OK, ta bouche, elle se lève pas complètement, ton œil est un peu plus fermé, c'est bon. Oui, sauf que ce qu'on voit pas derrière, c'est que moi j'ai, 3 heures de kiné par semaine, 3 heures, c'est pas vrai, 3 rendez-vous, donc 1 heure et demie de kiné par semaine où il va masser, détendre et cetera, pour que ça reste comme ça et que ça ne s'empire pas. Que j'ai tout le temps un truc sur le cou parce que le moindre courant d'air, le moindre vent, le moindre changement de température me rebloque complètement. Ce qu'on voit pas, c'est les douleurs aussi que j'ai par crise qui me bloquent complètement. Ce qu'on voit pas, c'est que depuis, j'ai eu tout un élancement dans tout le bras.
et que j'ai ça aussi. Ce qu'on voit pas, c'est que ma vue a été aussi attaquée, a fragilisé mes yeux, c'est pour ça que je ne mets plus de lentilles, hem, du coup. Tous les examens que j'ai faits pour comprendre pourquoi ça ne passait pas, pour comprendre pourquoi est-ce que j'étais toujours dans cet état-là avec ces douleurs. Les douleurs gonflées, le fait qu'il y a des aliments que je puisse plus non plus manger de la même manière et cetera et tu vois le truc bête? On me dit: «Oui, pareil, c'est rien, c'est bon». OK. J'ai voulu gonfler les brassards de mon petit garçon. J'ai pas pu. Je peux plus faire ce mouvement-là de gonfler, de trucs en un je peux plus. Et bah, ouais, bah, tu vois, là, je me suis retrouvée nouille à me dire: «Bah, tiens, peut-être que ça, on reconnaîtrait que c'est en kikinant». Je ne peux pas gonfler les brassards pour que mon petit garçon aille se baigner dans la piscine. Alors oui, ce n'est pas grave, mais derrière, ça a été beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, hem, que j'ai pas mis dans autre chose. Que derrière, ça veut dire peut-être parfois tourner plus de photos, plus de vidéos, plus reposer ma voix. Revenons à notre sujet, à notre petite pyramide. Il y a tous ces deuils, voilà, de l'invisible, de ce qu'on ne fera plus, de ce qu'on fantasmait de faire, de la vie qu'on voulait mener, d'histoires arrêtées aussi. Et juste au-dessus, on a le deuil périnatal. Ah oui, qu'est-ce qu'il est pas là? Alors le deuil périnatal, normalement, ça va jusqu'à 2 ans. Mais là, vraiment dans le côté in utero. In utero, pareil, il y a cette hiérarchie. Moi, j'ai eu 3 interruptions de grossesse spontanées. Il y en a qui disent, naturelles. Ça tique encore comme terme pour moi. Fausse couche, là, c'est ça veut dire que ça n'a même pas existé, donc là, voilà, j'évite un maximum. Quand j'en parle, c'est plus pour expliquer ce que c'est. Premier trimestre, c'est le truc le plus bas dans le deuil, lié à une personne. Pourquoi? Parce qu'il est pas là, parce qu'il est pas né, parce qu'il a pas d'identité et parce que c'est au début. Donc, moi, première interruption, je m'y attendais pas. Moi, je n'en avais jamais eu avant, j'ai eu 2 enfants avant. Voilà, je l'ai pas vu venir. Donc à devoir réannoncer famille aux enfants, que finalement il y a plus, très compliqué. Mais que derrière, quelqu'un de la famille m'annonce qu'elle est enceinte. À quelques semaines près, même date que moi. Et là, oui, mais ça fait, des années qu'ils essayent d'avoir un enfant, c'est un miracle. C'est un miracle. Est-ce que j'ai pleuré? Oui. Est-ce que j'étais pour autant contente pour elle? Bien sûr. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Que bien sûr, il y a ce sentiment de: «Putain, c'est pas juste». Ça n'empêche pas qu'on ne veut pas de mal à l'autre, mais il y a des moments, on peut pas se réjouir entièrement non plus. Donc je me suis autorisée aussi à pleurer. Ma deuxième interruption de grossesse, un peu plus méfiant sur ce coup-là, on l'a pas annoncé, donc du coup personne l'a su, sauf les enfants qui m'ont encore vu courir aux urgences. Donc là, on est dans un masque et on reprend et on continue. La troisième manque de peau, ça tombait à Noël. À Noël, tout le monde sait que je picole. Donc si je picole pas, voilà. Mais pareil, je dis: «Attention, on est en attente». On savait pas du tout de combien. Hem, on attend les échographies, on avait déjà fait une qui disait: «On sait pas, soit c'est précoce, soit ça pue». On en fait une autre après Noël et rebelote. Je ne pensais même pas qu'on pouvait perdre autant de sang et quand tu arrives aux urgences, parce qu'à la base, je devais faire un curetage, j'avais pris rendez-vous 2 jours après pour faire le curetage, mais entre temps, tout est sorti et je lui dis: «Écoutez, vu comme je me vide de mon sang» et elle comprenait pas, j'ai dû le répéter plusieurs fois. Ça, ça, c'est terrible. Le parcours, les phrases que j'ai entendues sont dramatiques. Pour la deuxième, on m'a dit: «Mais on peut pas dire que vous étiez enceinte, donc c'est pas grave. Bien sûr, vous en aurez d'autres». Moi, j'ai eu le droit aussi à votre âge. J'avais plus de 35 ans. J'en avais 37 à l'époque, à votre âge. Vous en avez déjà eu? Enfin voilà, c'est minimiser ça. Et quand, après ma troisième, j'entends dans la famille une naissance prématurée avec ce bébé qui est mort à la naissance parce qu'il était pas viable, bah pareil, on se dit qu'on n'a pas le droit d'être triste. Elle, c'est terrible ce qu'elle a vécu. Elle l'a senti bouger, elle l'a senti grandir dans son ventre, elle a dû l'accoucher en sachant que c'était trop tôt et son bébé est mort. J'ai pas le droit, moi, de pleurer alors qu'il y avait presque rien dans mon ventre.
Et ça, on se le garde en soi. Ça, c'est cette souffrance de comparaison. L'autre, il a plus le droit d'être triste parce que il a vu ça. Parce que dans cette hiérarchie du deuil, perdre un enfant en fin de grossesse est plus triste et plus dramatique qu'en début de grossesse. Parce que perdre un enfant qui est né, avec qui on a des souvenirs, est pire que de perdre un enfant en fin de grossesse. Et il y a toute cette hiérarchie où on s'interdit. Perdre un ascendant, ça fait partie de la vie. C'est le cycle de la vie. Plus il décède jeune, plus on remonte justement dans cette hiérarchie du deuil. 95 ans, il a une belle vie, c'est triste. 70, ça commence à être un peu jeune. 50, ouais, c'est jeune. Ça veut dire que tu as peut-être 25, 30 ans, 25 ans. Plus jeune, là on rentre dans un autre. Ah, tu as perdu tes parents, enfants. Et il y a tous ces jeux de est-ce que j'ai le droit d'être triste, d'être aussi triste quand j'ai perdu mon beau-père, qui était donc le mari de ma mère, que ses propres enfants? Je me suis posé la question, est-ce que j'ai le droit de l'exprimer, ma tristesse, par respect pour eux? Je me suis posé cette question quand j'ai dû lire un mot que mes enfants, qui l'ont tous connu depuis leur naissance à chacun, et c'était leur papy, autant au même titre que mon père. Je me suis posé la question parce qu'il y a cette hiérarchie. L'idée, c'est pas non plus de tomber dans la surenchère de «Moi, je suis le plus triste parce que du coup, j'attire l'attention». Là, on tombe dans le victimite. Là, j'ai fait aussi des vidéos dessus. Ça, c'est autre chose. «Regardez comme je suis triste, mais tu le connais à peine. Ouais, mais je suis tellement touchée». OK. Par contre, ce qui existe, c'est oui, quelqu'un qu'on connaît peu, mais on peut être complètement touché parce qu'il peut avoir un décès qui nous fait penser à quelqu'un de notre famille. Il peut avoir un âge ou une composition familiale identique à la nôtre, donc ça nous renvoie à notre propre mort. Moi, j'ai une collègue qui est décédée, je la connaissais pas, mais elle avait des enfants. Donc il y a une identification. Elle laisse ses enfants. Oh, si je mourais, je me retrouverais pareil à laisser mes enfants. Parce que moi, étant le seul parent de mes 2 enfants, de mes 2 aînés, je me suis posé la question: «Si je meurs, qu'est-ce qu'ils deviennent mes enfants?» Et ça, c'est toute cette hiérarchie du deuil. Le summum, c'est la perte d'un enfant, c'est le décès d'un enfant. Donc pareil, ça dépend de l'âge de l'enfant. Parce que si tu perds un enfant adulte, on va dire, tu l'as amené à partir de la maison, hein, attention, de prendre son autonomie. Il est adulte, quelque part, tu as coupé un lien déjà, viscéral, on va dire. Parfois, il a même peut-être des enfants. Donc, c'est moindre. Mais la perte d'un enfant, c'est le truc par défaut contre nature. Ce n'est pas le cycle naturel de la vie. Mais on va s'interdire. On peut être touché, mais à en crever, d'avoir perdu un ami, d'avoir perdu un un autre membre de la famille qui ne soit pas ses parents ou ses frères et sœurs. Parce qu'on avait ce lien qui va au-delà du lien du sang. Parce que celui qui souffre, c'est celui qui reste. Et qu'à un moment donné, nier cette souffrance, ça nous rend pas service. Plonger dans sa souffrance. Bien sûr, à un moment donné, on va remonter. On va accepter d'avancer parce que la vie continue. Mais au moment du décès, on n'a pas envie d'entendre que la vie continue. Il y a un bout de nous qui s'arrête. Mais oui, la vie continue après, pas après l'autre, mais sans nier cette souffrance. Et après, c'est accepter d'avancer. Avancer ne veut pas dire oublier. Avancer ne veut pas dire renier son passé. Ne veut pas dire
Ça, c'est de l'ancien, allez hop, c'est juste qu'on avance. Est-ce que après avoir perdu son conjoint, on a le droit de refaire sa vie? Oui. Est-ce que c'est pour autant qu'on oublie notre amour passé, qui est mort? Non, mais on avance. Parce que ça nous a changés, parce qu'on est aussi une personne différente, parce que ça va nous forger. Ça va nous rendre plus humbles aussi. Et surtout d'accepter que parfois, une musique, un paysage, un souvenir qui revient. Et on peut tomber dans cette tristesse, dans cette nostalgie, même dans cette souffrance, même dans cette colère. Et puis après, on réavance. Réapprendre à accepter d'être accompagné par ceux qui sont partis aussi. Moi, ça fait partie de mes croyances. Je pense qu'ils restent. Je pense qu'on peut voir des signes d'eux euh, quand on en a envie, si on en a envie. Comme un petit, je suis quand même là. Parce que on a accepté aussi de ressentir cette souffrance. Parce qu'on a accepté de plonger dedans sans la nier en disant: «Ouais, mais l'autre, c'est pire ce qu'il a vécu». Et alors? J'ai entendu même dans l'enfance. «Est-ce que tu as eu une enfance heureuse?» «Oui, j'ai eu ça, ça, ça». «Ah ouais, quand même?» «Oui, mais regarde, j'ai pas été violée, j'ai pas été tabassée, j'ai pas été». Donc on minimise ce qu'on a vécu, sans que ce soit, c'est dans cette comparaison à l'autre. «Mais l'autre, c'est pire, donc lui, il a le droit». Oui, mais lui, il va trouver aussi d'autres choses. Par contre, c'est de revenir à soi. Moi, ça, de faire ce deuil-là, qu'il soit lié à une personne, à une situation, à un symbole, on a le droit d'en être bouffé. Mais on a le droit aussi de choisir d'avancer. On n'est pas obligé de rester dans ce truc enfermant, cristallisé. Mais pour moi, ça en a l'air déjà voir ça. Et bien évidemment, si on en ressent le besoin, c'est de se faire accompagner par des professionnels de santé, bien évidemment, par des thérapeutes diplômés, etc., ou par d'autres approches selon où on en est, selon ce qu'on a travaillé. Selon voilà, l'idée c'est pas non plus de chuter, mais d'accepter de plonger et d'arrêter de minimiser surtout cette douleur, parce que l'autre, c'est pire ce qu'il a vécu, parce que l'autre, il a le droit de plus être triste que moi. Parce que l'autre, il regarde, il a vécu pire, il a survécu à pire. Et quelque part, c'est en parlant aussi. Parce que du coup, les autres, souvent, n'osent plus en parler. OK, il y a eu l'enterrement, OK. OK, allez, on va peut-être penser au premier anniversaire de la mort, puis après on oublie. Mais le mort n'est pas tabou. On a le droit d'en parler, on a le droit de le nommer, on a le droit de dire qu'il est mort. On a le droit de dire que ce rêve, ouais, bah les boules. Parce que ce truc-là, il y aura plus, il y aura jamais. Moi, j'aurais kiffé de prendre une caravane et de partir faire le tour du monde avec mes gamins, d'aller vadrouiller. À l'âge qu'ils ont, adolescents, je ne les fais plus bouger. Oui, c'était un truc de me dire: «Je me fais chier dans ma vie, je rêve de ce truc-là». OK. Et comment est-ce qu'on va aussi voir ce qu'il y avait derrière ce rêve? Ça, j'aime bien aussi, ça c'est encore autre chose. Qu'est-ce qu'il y a réellement derrière ce rêve à tout prix, qu'on ne veut pas lâcher? Mais voilà, mais en gros, c'est accepte d'avoir mal et d'en parler à d'autres, d'en parler à ton entourage, de pas garder ça pour soi. Même si c'est 1 an, 6 ans après, dire: «Bah écoute, ça, c'est toujours douloureux». OK. Par contre, c'est aussi et moi, c'est ma manière d'être, c'est comment est-ce qu'on avance. C'est comment est-ce qu'on ne va pas sombrer. Moi, j'ai besoin de sombrer pendant plusieurs jours. Moi-même, je me dis: mais c'est mon mode de fonctionnement. Mais parce que je sais que je remonte toujours. Parce que je sais que j'ai un instinct de vie, de survie, cet élan-là de feu qui est là, qui fera qu'à un moment donné, c'est: «OK, j'ai pleuré, maintenant j'avance». Je n'oublie pas, je m'autorise à repleurer, je m'autorise à être triste, mais moins et on remonte comme ça au fur et à mesure. Mais c'est certainement pas en niant. Moi, j'ai pas le droit d'être triste, c'est pas le but. Je vais arrêter là pour aujourd'hui.
N'hésite pas à mettre en commentaire si c'est quelque chose qui t'a parlé, si tu ressens des deuils, même que tu as envie de nommer. Ça peut être déjà le premier pas, d'avancer là-dedans, où on ne s'est pas senti, légitime à être triste ou ou des deuils non faits. Et bien évidemment, si tu veux aller plus loin avec moi, il y a des informations en description et je te souhaite, un merveilleux cheminement en tout cas et bonne journée à toi.